j'ai réuni 9 entrepreneuses et on s'est posé pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Le concept est très simple. J'ai récupéré quelques questions que vous posez souvent par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au business. Et je me suis dit que plutôt que de donner mon avis à moi, j'allais inviter des ambassadrices pour venir discuter avec moi. Très rapidement, qu'est-ce qu'elles font là autour de moi, où on est, qui sont-elles? En gros, je suis en train d'organiser la villa des ambassadrices avec Margot et Méline qui sont mes coéquipières au quotidien. L'objectif c'est de les récompenser, de passer un moment ensemble parce qu'elles m'aident au quotidien à promouvoir mon programme Boost Ton Biz et à accompagner ma communauté lors des challenges gratuits, des événements gratuits qu'on organise. On a sélectionné du coup une petite partie d'entre elles pour passer une semaine ensemble dans une villa et on s'est dit quoi de mieux que d'en profiter pour faire des vidéos, donc répondre à vos questions. Donc c'est parti, on va répondre à tout ça. Comment faire la différence entre persévérance et acharnement dans l'entrepreneuriat? Moi je veux bien commencer les filles. Allez. Parce que moi il y a tout de suite quelque chose quand j'entends persévérance et acharnement. Moi je vois tout de suite en fait persévérance comme quelque chose de positif. Et l'acharnement comme quelque chose de négatif en fait. Pour moi la persévérance c'est vraiment pour moi synonyme de motivation, voilà, d'être vraiment hyper déterminé. C'est quelque chose pour moi, enfin moi c'est quelque chose que je suis au fait au fond de moi. Et c'est vraiment en fait même mon caractère de sportif, c'est vraiment, on parle vraiment de quelqu'un de hyper persévérant. Et c'est vrai que quand on dit purée mais t'es une acharnée, je trouve que déjà c'est un peu plus pour moi un peu péjoratif, négatif. Et je trouve que limite moi pour moi l'acharnement mais c'est mon avis personnel, mon ressenti, ça tend vers l'obsessionnel en fait. Ah ouais. Et moi je pense qu'une bonne façon de différencier, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est comment est-ce que vous vous sentez quand vous travaillez. Je trouve que quand t'es persévérante, t'as pas forcément ce que tu veux tout de suite, mais quand tu te mets au travail, t'es contente, t'as envie de le faire, ça te met dans des bonnes énergies, alors que quand tu commences à t'acharner, t'es un peu en mode t'es saoulé, genre c'est dur de travailler, t'as pas envie, tu repousses à plus tard, t'as la flemme de le faire. Je pense que c'est un bon indicateur. T'es beaucoup dans le manque en fait, quand t'es dans l'acharnement, parce qu'en fait, tes objectifs aussi, enfin c'est mon avis aussi, mais les objectifs dans l'acharnement sont pas forcément les bons, ceux qui te font vibrer vraiment et qui te permettent justement d'être dans la persévérance, comme tu disais, où c'est agréable en fait, le process tu le kiffes, alors que quand t'es dans l'acharnement, c'est que du manque et que du lourd, mais c'est peut-être une question d'objectif à la base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis assez d'accord, mais en fait je pense que ça peut être un peu toxique aussi de se dire je suis censée faire que des choses qui me font kiffer, je suis censée faire que des choses qui sont hyper fluides, qui se passent super bien, et en fait si je rencontre un échec, si j'ai un mur qui se dresse devant moi, ça veut dire que je suis en train de m'acharner. Je pense qu'il y a aussi une question de timing et une question d'avis extérieur. Alors autant je dis pas les avis extérieurs qu'on a tous eu un petit peu dégradants, etc. au début, mais par exemple si tu te fais accompagner, genre par une première coach, par une deuxième coach, que tu prends potentiellement une équipe pour essayer de te développer et que finalement les stratégies mises en place par plusieurs personnes et plusieurs typologies de personnes ne fonctionnent pas, il y a peut-être un moment où soit le business model il est pas bon, il faut le revoir, soit l'idée elle te correspond pas, peut-être que c'est une excellente idée mais que toi dans lequel t'es ça marche pas. Et je pense qu'avoir des avis extérieurs professionnels qui sont récurrents ou en tout cas où il y en a plusieurs, qui ne fonctionnent jamais entre guillemets alors que tu mets plein de choses en place qui diffèrent à chaque fois, je pense qu'il y a un moment où il faut se dire je ne dis pas qu'il faut alterner stratégie tous les mois, mais une fois que tu as mis une première strat en place, au bout de 3-4 mois, il n'y a pas trop de résultats, une deuxième, une troisième, il y a un moment où effectivement, de manière très factuelle, il faut savoir aussi se poser des questions et se remettre en question. Il y a une part de résultat finalement dans ce que tu dis, et ce qu'on disait aussi en amont, je trouve qu'il y a une part de ressenti, et finalement, la persévérance, elle vient graduer. On va avoir un moment donné, on va être motivé, on va être enjoué, on va être dynamisé. Et il va y avoir un moment où il va faire rentrer la discipline. Là, il va falloir vraiment être un peu plus sérieuse et un peu plus cadrée dans ses actions et dans la réflexion de la stratégie. Et je pense que la persévérance, elle va encore au-delà de ça. Elle va au point où, en fait, peut-être que les actions, elles ont besoin, et comme tu le disais, peut-être pas dans l'instant, mais dans un certain laps de temps, d'être menées pour voir si le résultat tombe et s'il y a répercussion. Bien évidemment, il faut que ce soit fait dans une bonne mesure parce qu'il ne faut justement pas tomber et c'est là que continue, selon moi, l'échelle. C'est que si on va au-delà de la persévérance et qu'on s'acharne, là on tombe dans quelque chose qui peut nous amener à de la négativité et des comportements toxiques au final dans ton business. Voilà. Mais il faut quand même essayer, je pense, assez longtemps pour pouvoir avoir un retour et avoir un résultat. C'est ça le délai, et il n'y a pas un délai fixe, genre au bout d'un mois c'est pas ne marche pas. Mais quand on parle de résultat, c'est pas forcément avoir ton argent ou même trouver des clients. Un résultat, ça peut être t'as de plus en plus de gens qui s'intéressent à tes contenus, t'as des bons retours, t'as des bons avis autour de toi, des DM qui commencent à arriver. Et si tu sens qu'il n'y a rien de tout ça et que malgré ça tu travailles de ouf, tu mets tout en place et que tu vois aucun petit signe qui peut te dire que ok t'es dans une bonne direction, je pense qu'il faut aussi se poser des questions.
mais ce qui est compliqué, je pense, c'est de définir un délai. Genre, est-ce que c'est d'un mois, est-ce que c'est de 2 mois? Ça, c'est impossible à dire, je pense. Ouais, je pense que oui. Après, du coup, ça peut peut-être être un objectif, enfin, justement, bien fixer ton objectif. À la base, ça peut être, voilà, gagner tant d'abonnés sur mon compte, ça peut être faire tant de clients en un mois, ou tant de clients sur 6 mois. Tu te définis vraiment un objectif en particulier, tu mets en place des stratégies. Si elles ne fonctionnent pas au bout de 1, 2, 3 fois, mais que tu finis par continuer à rentrer dans un truc toxique, là, on peut dire que c'est l'acharnement, finalement. Carrément. Je pense que tu le sais au fond de toi, au final, si tu fais un mais c'est ça, et je pense que c'est exactement ça, c'est qu'il faut aussi prendre le temps de, je pense que c'est important de regarder comment on se sent, c'est ce qu'on disait au début, genre comment est-ce qu'on se sent. Alors évidemment, comme tu disais, la motivation, ça va, ça vient, des fois tu vas avoir envie de travailler, des fois tu vas avoir la flemme, mais disons, moi je dis toujours sur 80% de ton temps, voire beaucoup, sur 80% à peu près du temps, si t'es trop content et que t'as une vingtaine de pourcents où t'as la flemme, c'est ok. Mais si tu sens que la plupart du temps, quand tu dois te mettre au travail, c'est difficile, t'es frustré, ça va pas assez vite, t'es pas content, c'est que ça t'anime pas profondément. Parce que quand tu kiffes ce que tu fais, même si t'as pas de résultat, ok c'est relou, mais t'as quand même envie de te lever le matin et de faire mieux. Et je rebondis juste sur les objectifs. Je trouve ça intéressant aussi de mettre des objectifs de différentes typologies. Genre, en gros, d'avoir plusieurs métriques. On parlait des abonnés, on parlait des DM, on parlait des ventes. En vrai, le fait de se mettre plusieurs objectifs par rapport à toute la typologie de sphère qu'il peut y avoir dans un business, au final, ça permet d'avoir plusieurs métriques qui disent ok, bon, même si j'ai pas encore full thune, même si je fais pas encore un CA de fou, bah, je sens que j'avance. Et le fait de pouvoir les suivre et les traquer un petit peu te permet de te donner un peu de force aussi en disant bon, en fait j'ai l'impression que ça marche pas, mais en fait le mois dernier j'ai quand même pris 200 abonnés. Voilà, c'est que ça intéresse quand même. Et le fait de ne pas se focus sur une seule typologie d'objectif, c'est aussi intéressant. Oui, je veux dire que chaque petit objectif que tu fais, en fait, t'amène à ton objectif final et ensuite continue à te motiver. Et moi, ça me rappelle un dernier truc, du coup, c'est que il faut être capable aussi de voir ces petites victoires, parce que si on n'est que focus sur genre je serais contente quand j'aurai ce business-là ou quand j'aurai tant d'argent, quand j'aurai tant de clients, bah, on oublie de voir qu'en fait on avance quand même. Genre si on n'est pas capable nous-mêmes de regarder ces journées, de se dire ok, j'ai peut-être pas eu tant d'argent, mais au moins j'ai osé faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et de regarder que finalement chaque jour tu progresses, cette capacité-là à le faire, ça te fait énormément évoluer. Et ça nourrit ta persévérance. C'est ça, et ta confiance en toi, et ton estime de toi, etc. Je pense que ça nécessite quand même un peu de sagesse, ou même si voilà, on n'a pas toute la sagesse du monde, bien sûr, dès le départ en plus, au moins de se dire, de se mettre en position extérieure et de prendre un temps pour si vraiment on se sent trop frustré, donc vraiment qu'on a des sentiments hyper négatifs de frustration, de fatigue aussi, je pense qu'on se sent hyper fatigué quand on s'acharne sur la journée, etc. Physiquement, tu peux te dire ok, parce que de toute façon il n'y a pas de résultat, donc pause, on se met en position extérieure, on regarde concrètement j'en suis où, quels ont été effectivement quels ont été les résultats vraiment positifs. Si vraiment la majorité du temps c'est assez négatif, je pense qu'effectivement il faut se remettre en question, et si on n'est pas capable de le faire soi, effectivement se faire accompagner et d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu le domaine dans lequel on est, quoi. Et surtout, même si au final le projet en lui-même se solde par un échec entre guillemets, ça veut pas dire que c'est l'échec de ta vie entrepreneuriale, ça veut pas dire que c'est juste l'idée qui était pas bonne ou la façon dont tu l'avais imagée jusqu'ici elle était pas bonne, et tu peux rebondir, tu peux faire autre chose, tu peux soit garder cette idée mais l'avoir autrement, ou soit trouver d'autres idées. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas et tu as vraiment la souffrance et l'acharnement qui vient, etc., que ça veut dire que ce sera toujours comme ça et que ton futur projet se passera aussi comme ça. Et il faut pas avoir peur du coup de lâcher si jamais on se rend compte que je suis pas forcément dans la bonne direction, parce qu'il y a ça aussi, ça fait 2 mois, 3 mois que je fais ça, je peux pas tout arrêter et faire autre chose. Bien sûr. Bah si finalement c'est ce qui correspond pas et que tu sais qu'il y a une autre voie qui te correspond mieux, faut y aller, tu n'auras jamais perdu du temps. La vente de l'ascenseur. En gros, quand t'attends l'ascenseur et l'ascenseur il vient pas, et au moment où tu descends, où est-ce que je prends les escaliers, où est-ce que je continue, et en fait dans ce moment-là il faut dire en fait c'est pas grave, genre je suis là, mais aujourd'hui j'ai telle information qui me pousse à prendre une autre direction. C'est exactement la même chose. Je vais t'acharner à attendre l'ascenseur pendant 20 minutes. Moi j'avais envie de rebondir sur quelque chose, les filles, parce que là on parle souvent justement de la sensation d'acharnement, et qu'on se dit que là il y a peut-être le déclic et la prise de conscience de se faire accompagner, mais je trouve aussi que c'est bien dans l'autre sens aussi, même si on est ultra déter, on est dans un mood hyper positif, je trouve aussi c'est bien, je pense qu'on est toutes là à le confirmer, que même quand on est dans un bon mood, que tout se passe bien, des fois on a envie de passer à l'étape supérieure ou non, on a envie d'évoluer, et là aussi on a envie de se faire accompagner, parce qu'on est dans un autre mood. On passe au niveau supérieur. Exactement. Oui, à 100%. Se réinventer de toute façon, en réalité dans l'entrepreneuriat c'est essentiel. Et c'est ce qui fait que ton activité elle se pérennise, qu'elle se développe, qu'elle prend de l'ampleur.
Donc parfois on ne peut pas le faire forcément seul. Et comme tu dis, de se faire accompagner dans ces moments-là pour continuer à avoir les idées au clair et produire des stratégies qui sont en cohérence avec les objectifs qu'on a et qui évoluent, c'est mieux. C'est l'intelligence collective. C'est ça. Mais je pense qu'au début, quand même, quand on est. Parce que du coup, on a vu plein de critères là. Oui. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui peut sembler un petit peu submergent quand on débute en fait. Parce que déjà, on débute, donc on a déjà à découvrir un peu tout le métier de ce qu'on a envie de faire. Souvent, on se lance là-dedans en se disant ah, mais j'y vais pour tel métier. On se rend compte sur le tas qu'en fait, on n'est pas du tout que ça. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais du coup, en fait, une fois que tu te lances dans ce sujet-là, tu te rends compte que bah oui, mais en fait, t'as telle casquette en plus, t'as telle casquette en plus. Généralement, quand on se lance entrepreneur, on sait qu'on va avoir un peu de communication sur les réseaux, mais voilà, on dit ouais, bon, on fera de la com, puis voilà, on va. Finalement, des fois, on va se retrouver à prendre un mois à faire que de la communication. Je dis, mais attends, c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas ça mon métier, mais alors du coup, je repars d'où, je fais comment, je pars sur quoi. Et c'est ça aussi qui peut faire tourner finalement un peu en boucle, c'est qu'il y a tellement de critères sur tout ce qu'on vient de dire que finalement, on se dit, ah ben non, bah alors, ok, là je vais passer dans la bonne direction, je vais me lancer là-dedans et vraiment optimiser ça. Ah oui, mais attends, mais non, mais du coup, ces autres trucs-là, ça marche pas non plus, etc. Et en fait, d'avoir un moment donné comme ça, ou d'être complètement dans le flou dans son projet, parce que dans toutes les directions, il y a des choses qui sont optimisées, et c'est normal parce qu'on débute, mais de ne pas avoir cette confiance dans son travail ou ce recul aussi, de se dire à un moment donné, effectivement, de se dire, ah bah oui, mais là, ce serait bien d'avoir un regard d'un point de vue extérieur. Puis des fois aussi, la première expérience du point de vue extérieur, en fait, ça ne matche pas du tout. Je dis, non, je vais faire toute seule parce qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Et du coup, alors c'est pas du coup de perdre du temps là-dedans, mais de se sentir être en train de complètement stagner et puis s'engluer dans un truc qui ne correspond pas et qui peut dégoûter aussi et faire sentir ce côté acharnement aussi. Donc effectivement, on a vu tous les critères, etc. Mais c'est vrai que quand on débute, il faut aussi repenser que là, on a un peu tout dit, donc ça peut sembler beaucoup, mais qu'en fait, c'est vraiment en reprenant chaque morceau du projet qu'on peut avancer aussi. On dit souvent, je te rejoins à 100% là-dedans, c'est que quand on débute donc et qu'on construit son business, on dit souvent qu'on a une phase qui dure et qui est la construction du business. Et ensuite, on a des phases qui évoluent avec la maturation, etc. Et finalement, cette phase-là de construction de son business fait que tu es obligé de passer par différentes étapes. Et on parle au minima d'une année, de plusieurs mois. Donc, ça a besoin de se... Et je pense qu'il ne faut pas avoir l'illusion du coup de penser que tu arrives et que tout est facile. Et je pense qu'on peut facilement tomber là-dedans. Peut-être qu'on on est toutes tombées là-dedans à un moment ou à un autre en se lançant, de voir sur les réseaux tous ces gens qui réussissent, tous ces gens qui parlent d'argent, et on le fait nous aussi, mais de se rappeler qu'il y a toujours un parcours derrière qui prend du temps. Des fois ça prendra un mois, des fois ça prendra 6 mois, des fois ça prendra 1 an. Peu importe le temps que ça prend, tant qu'à la fin tu persévères du coup et qu'à la fin tu atteins ce que tu veux. C'est un peu ça que je voulais dire aussi par rapport aux objectifs. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé par rapport à mon expérience du fait qu'avant, je faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui, mais que j'étais quand même entrepreneur. C'est que je pense que quand tu as un objectif pour les mauvaises raisons, si ton objectif c'est simplement de gagner de l'argent, tout ce que tu feras, ça sera pénible en fait. Et là, tu rentres dans l'acharnement. Parce que du coup, en fait, ton objectif, c'est pas de vraiment, au plus profond de toi, de kiffer ce que tu fais parce que t'es pas aligné en fait à ça. Ce que tu veux, c'est juste gagner de l'argent. Et du coup, tu t'acharnes parce que tu sais que c'est ça que tu veux faire au bout. Alors que quand ton objectif, il est différent, genre, je veux juste aimer ce que je fais. Et bien là, en fait, tu es dans de la persévérance parce que tout ce que tu fais devient simple, fluide. Et en fait, c'est pour ça que je parlais aussi de c'est quoi ton objectif, ce que tu désires vraiment au fond de toi. Et je pense que c'est important d'établir ça dès le départ, en fait, pour savoir si tu es vraiment dans la bonne direction ou pas. Ouais, et je pense que du coup, dernière chose, c'est qu'il faut être capable aussi, comme tu dis, de suivre des objectifs qui ne soient pas uniquement basés sur le résultat, mais qui soient basés sur ce que toi tu contrôles et ce qui est uniquement en ton contrôle, à savoir, j'ai un objectif de poster tant de fois, j'ai un objectif de faire ci, de lancer mon truc, d'en parler à telle personne, parce que là, c'est des trucs que tu peux cocher par toi-même qui dépendent de personne d'autre, et le cerveau, il marche pour tout le monde pareil, c'est qu'il est forcément plus content et il a plus envie de continuer si chaque jour il a des petits objectifs atteints, plutôt que si chaque jour il a un seul objectif financier qui est pas du tout, pas uniquement dans notre contrôle, et que du coup on est dégoûté tous les jours, quoi. Je pense Très bonne réponse. Ah pardon, vas-y, continue. Je pense aussi qu'il faut bien choisir les actions qu'on met en place parce qu'on peut s'acharner sur des actions qui vont t'apporter aucun résultat. C'est une transition parfaite. Question, c'est magnifique parce que c'est exactement du coup
la question qui allait venir, donc tu vas pouvoir nous donner ton avis. La question qu'on a galéré à formuler, on va essayer de vous l'expliquer de manière très claire. Quand je suis en train de procrastiner, donc par exemple, je veux faire quelque chose et je passe par l'action, je repousse une fois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, comment est-ce que je sais si je repousse parce que ça me correspond pas, c'est pas fait pour moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, ou si je repousse justement parce que j'ai peur. Je prends un exemple parce que dans toutes mes clients, ce qui revient tout le temps, c'est la prospection. Le fait d'aller discuter, d'aller échanger, soit de manière cash, soit de manière plus douce. La pro est là pour nous en parler de manière plus slow, en échangeant avec nos abonnés. Il y en a tellement de mes clientes qui me disent c'est pas fait pour moi. Et il y a une partie, effectivement, c'est pas fait pour elles parce que c'est pas dans leur caractère, c'est pas dans leur personnalité, mais la plus grande partie d'entre elles se disent ça parce qu'elles voient la prospection d'une mauvaise manière. Du coup, elles se disent c'est pas fait pour moi, j'aime pas, ça me correspond pas, alors que finalement, elles n'ont pas trouvé une bonne façon de le faire et ça leur fait juste peur. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner des petits tips pour savoir comment est-ce que je sais justement si je suis en train de procrastiner parce que j'ai peur ou si juste ça me correspond pas? Moi, j'ai un exemple très très significatif. C'est justement quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice, je me souviens très très bien mon premier challenge. Je me souviens très bien avoir dit je ne suis pas faite pour creuser. Et c'était vraiment, je m'étais vraiment fait un focus, je me mettais la pression. Je me détachais pas du résultat, j'étais vraiment là, je me comparais en fait. Et c'était vraiment, je me mettais la pression, pour moi c'était vraiment beaucoup de croyances limitantes. Mais c'était moi surtout la peur. Quand tu as dit la peur, je me suis dit, oui, direct, moi j'ai pensé à ça, tu vois, ça me fait penser à cette expérience-là où je disais, et je me souviens, j'ai dit, je suis pas faite pour closer. Et tu m'as répondu, tu fais, non, mais Steph, c'est de la peur, c'est des croyances limitantes, détache-toi du résultat. Et ce qui avait été aussi incroyable, c'est vrai que moi je suis un peu une ancienne ambassadrice. Et je me souviens, et j'avais, c'est quelque chose, par contre, c'est grâce à BTV, avant, moi je ne communiquais pas en fait mes faiblesses ou mes doutes ou quelque chose comme ça, parce que là j'ai vraiment senti en fait que j'étais bien entourée, qu'on était vraiment un peu comme l'esprit, vraiment il y a énormément de bienveillance, et je me suis sentie vraiment un peu, en plus on est vraiment en communauté, donc en fait je pense que vous avez confirmé qu'on sent vraiment, on est un peu comme une petite famille, et là du coup je me suis sentie tellement à l'aise que là je me suis dit les filles ça va pas du tout. Je fais pas de vente, je me comparais aux autres qui faisaient des ventes et j'avais peur, je mettais une pression, je me détachais pas du résultat, j'étais là, j'ai fait il faut vendre, j'étais pas dans un bon mood, ni un bon mindset, et c'est vrai qu'en plus même Margot et toutes les filles m'ont hyper bien en fait, m'ont refait switcher mon mindset, et je me souviens mon premier challenge, après en 2 jours j'avais fait 8 ventes, donc en fait j'avais fait une remontada quand même assez sympa. Et moi, c'était vraiment la peur et le mindset. Vraiment, tout est dans le mindset. Et c'est que du coup, tu penses ne pas être fait pour la vente et pour le closing, mais parce que l'image que tu en as, c'est quelque chose qui est négatif. Genre, par exemple, tu te dis, la vente, c'est devoir forcer, c'est devoir insister, c'est faire le marché de tapis, vouloir absolument convaincre. Alors que, du coup, tu l'associes à quelque chose de mauvais, donc forcément, tu n'as pas envie de le faire. Alors que si tu arrives à changer de perception de la vente comme tu l'as fait, et que tu le vois d'une manière où tu as envie d'aider des gens, tu as envie de les accompagner à atteindre leurs objectifs, la perception elle change, l'énergie elle change et les résultats changent. Donc c'est pareil pour plein d'actions, y compris la prospection. Après je prêche ma paroisse parce que j'ai envie que mes clientes du coup se développent là-dessus et osent aller discuter avec des gens. Si quelqu'un a un avis différent, n'hésitez pas. Il y a à 100% cette question de perception, et ça te rejoint, tu le sais, j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de personnes de cette question de la perception et comment est-ce qu'on imagine cette action de la prospection. Mais il y a aussi une question d'apprentissage, de se dire en fait, pendant des dizaines d'années, on a vu faire des actions de ce type, on a vu faire des techniques, on a vu utiliser des techniques et des outils qui vont en ce sens. Et on a nous-mêmes, pour la plupart aussi, si on a fait des formations spécialisées ou même simplement des formations générales avec un tronc commun, eu l'occasion d'apprendre ces techniques, d'apprendre à utiliser ces outils pour aller dans ce sens-là. Le sens du, si la personne ne te répond pas, tu essaies telle technique, si la personne ne veut pas, tu continues, tu pousses, tu y vas, tu avances jusqu'à avoir telle réponse. Et en fait, on s'est donné aussi cette perception parce qu'on a vu pratiquer, pour la plupart, beaucoup ces outils, ces façons de faire, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait justement d'avoir des formations comme Boost Ton Biz qui parlent du slow, d'avoir des personnes qui pratiquent des techniques de prospection qui sont en cohérence avec l'autre et qui sont axées sur l'humain en priorité, fait que ça démocratise davantage et que je pense qu'aujourd'hui, on se sent plus à l'aise
et qu'on a l'opportunité, surtout quand on débute, de se dire qu'en fait il n'y a pas qu'un seul chemin, on peut aussi fonctionner différemment et peut-être du coup se sentir plus à l'aise aussi avec certaines techniques. Si je peux me permettre de rebondir, moi qui travaillais en banque et justement qui utilisait ces techniques qui n'étaient pas du tout alignées avec moi, que j'ai fait pendant 20 ans, du coup la prospection pour moi c'était vraiment un frein, c'était quelque chose que je ne voulais pas faire. BTV m'a permis justement de comprendre qu'on pouvait faire différemment, qu'il y avait d'autres techniques et qu'on pouvait le faire tout à fait slow, en fait, tout simplement. Et que c'était par la communication, l'échange, le partage, et ça pouvait être très naturel et pas ce côté prospection, donc ça m'a beaucoup aidé, en tout cas moi, aujourd'hui, dans ma prospection à moi. Même je pense que j'ai encore des blocages parce que 20 ans d'expérience, ça m'a marqué un tout petit peu. Mais petit à petit, voilà, j'arrive à me débloquer et c'est extraordinaire parce qu'avec tout le monde, en fait, on arrive à communiquer simplement, en fait, et il faut. C'est ça, juste le partage, en fait, tout simplement. C'est ça. Il y a double. Et ça, c'est important de préciser, c'est que oui, c'est simple, parce que c'est plus naturel, mais par contre, ça s'apprend. Totalement. Ça s'apprend, et souvent, on pense que. Dans la manière dont on a de le dire, souvent, c'est quelque chose qui est naturel, du coup, qui est de l'échange humain, et on pense qu'en réalité, il n'y a pas tant de technique, il n'y a pas tant d'outils. Non, mais ça s'apprend à avoir une bonne communication, mais c'est plus apprendre à communiquer avec les autres, plutôt qu'apprendre à vendre et à suivre un script. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant, et important, du moins, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'imaginent la prospection comme ça, et que le fait de discuter avec ses abonnés, j'en parlais avec une ici hier, qui me disait, mais moi, la prospection, c'est pas fait pour moi, par contre, je kiffe discuter avec mes abonnés, c'était toi, je kiffe discuter avec mes abonnés, échanger avec elles, prendre de leurs nouvelles, savoir comment elles vont. Et c'est une forme de prospection, même si c'est pas la prospection comme on l'imagine, c'est pas genre suivre un script, essayer d'insister, essayer de vendre ton truc, c'est juste tu connectes avec la personne, tu t'intéresses à elle sincèrement, tu poses des questions, tu as envie de découvrir la personne, et naturellement cette personne va te faire plus confiance, et donc naturellement elle va plus se confier à toi, et si quand elle se sent prête à se faire accompagner, c'est vers toi qu'elle va venir. Et pour autant, tu n'as pas été la prospecter, la vendre, tu n'as pas suivi un script, tu n'as pas été de manière acharnée, tu as appris à connaître la personne, elle t'a fait confiance, et c'est un lien qui se crée de confiance qui est archi puissant. Et à titre personnel, je pense que c'est une bien meilleure technique que la vente classique comme on dit. Moi, je veux bien partager du coup mon expérience, parce que j'avais énormément peur, comme tu as mentionné, la peur de déranger, d'être rejetée aussi. La peur aussi de passer pour un marchand de tapis. Du coup, j'ai énormément travaillé grâce à Boost2Me sur ça. J'ai aussi suivi à côté un coaching spécial dans la vente parce que je voyais bien que j'avais des faiblesses sur ce niveau-là et c'est ce qui me bloquait au niveau de mon business. Du coup, j'ai énormément travaillé dessus. Et en fait, je me rends compte que j'arrive toujours pas à passer à l'action. En fait, je pense je peux pas. En fait, la prospection, ça me convient pas du tout. Du coup, j'ai choisi de déléguer cette partie-là. Donc, c'est tout nouveau. Donc, à voir si ça me correspond aussi que quelqu'un parle pour moi, prospecte pour moi, donc à voir. Mais ouais, j'ai fait ce choix parce que je voyais bien que ça bloquait dans mon business. En fait, j'arrivais pas à passer à l'étape supérieure à cause de ça. Du coup, je me suis dit, ça fait 1 an que j'essaye vraiment de travailler à fond sur la prospection. J'ai plus ces blocages d'avance. Tu vois, sur les peurs et tout, j'ai plus. Enfin, du moins, j'ai l'impression de plus trop les avoir. Mais ouais, ça fonctionne pas. Donc, mais là, c'est un bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, justement, la différence entre persévérance et acharnement. Quand ça fait 1 an que tu bosses sur le truc, que tu t'es fait accompagner, que tu as investi, que tu as essayé de plein de façons, que tu as essayé d'y aller plus cash, plus doucement, que tu as tout fait et que ça fonctionne toujours pas, là tu peux. Et que justement tu sens que tu n'as plus de peur, tu arrives à le faire, tu peux le faire, mais que juste tu kiffes pas, tu n'as pas de résultat, ça marche pas. Et là, ça peut devenir de l'acharnement et je pense que c'est. Tu verras si c'est une bonne décision, mais là, je suis pas intéressant. Oui, je dirai à la suite. Pour vendre, j'arrive bien, vu que pour les ambassadrices et tout, il y a c'est pas ça, de souci. Pour mon business à moi, je sais pas. En fait, ça me motive pas de. Je suis toute seule en fait, du coup ça me motive pas forcément d'aller parler aux gens et c'est pas vraiment ce que je préfère non plus dans mon business. T'as pas envie de passer ton temps à faire ça. Ouais, c'est ça, je préfère plus les accompagner qu'aller chercher des personnes, aller discuter avec elles. Donc, mais ouais, t'es aussi arrivé à un niveau où tu peux aussi te permettre de le déléguer, donc c'est quand même que t'as fait ce qu'il fallait avant. Et du coup, je voulais juste défoncer un petit peu le truc et parler un peu des actions en général. Change pas de sujet. Non, justement, je réponds à la question de base. Parce qu'au final, la prospection, c'est une action qui est suffisante. En vrai, il y en a plein d'autres. Et du coup, comment savoir si on est en train de. Enfin, si on procrastine parce que c'est pas fait pour nous ou parce qu'on a peur. Premièrement, pour moi, à partir du moment où tu n'as jamais essayé de le faire et que tu dis ce n'est pas fait pour moi, genre t'es en train de te mettre une grosse excuse juste pour pas le faire et pour pas passer à l'action et t'es en train de faire du mal entre guillemets à ton business pour rien, donc déjà, juste essaye. En fait, effectivement, il y a tout cet aspect de perception de l'action, de différentes manières de le faire aussi. Donc, quitte à écrire l'action sur un papier et noter à côté
potentielles différentes façons de le faire, vraiment de le faire de manière très scolaire et très bête et méchante, entre guillemets, mais déjà, fais-le. Déjà, premièrement, essaye. Genre, mets-toi vraiment une deadline et tu te dis, ok, vas-y, j'en ai... Enfin, il y a un moment, il faut essayer. De toute façon, vous le savez, la meilleure manière d'arrêter de trop penser, etc., c'est juste de passer à l'action. Donc déjà, essaye. Et effectivement, si en essayant, tu sens que, putain, t'es mal à l'aise, effectivement, ça ne correspond vraiment pas à ce que tu as envie de faire, là, potentiellement, tu pourras te poser la question d'effectivement, je ne suis potentiellement pas alignée avec ça. Donc, quelles sont les potentielles autres solutions pour avoir un résultat qui nécessite ce type d'action-là? Effectivement, soit le déléguer, soit le faire autrement, ou soit, parce qu'on parle de prospection, là, nous, on l'imagine vraiment en DM Insta ou autre, effectivement, mais ça peut être fait de plein de manières différentes. Alors, si tu as un business local ou autre, bah, tu peux juste aller dans des petits magasins. Enfin, il y a plein d'autres manières de le faire. C'est vrai que nous, on est très focus digital, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Mais premièrement, fais. Juste fais. Ne te pose pas de questions, laisse-toi vraiment. Et c'est genre vraiment comme une envie de pisser. Genre tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui, je le fais. Genre littéralement, juste tu passes à l'action, tu fais juste ce petit pas, quitte à que ce soit pour la prospection, un seul message, juste envoyé à quelqu'un avec qui potentiellement tu as déjà discuté, avec qui tu es en confiance, en essayant de pousser un petit peu la conversation vers ton offre. Mais juste essaye, si effectivement tu es en angoisse de le faire, bah, tu trouveras d'autres solutions. Oui. Mais avant ça fait un méga bon rappel, je pense que moi c'est ce que je dis le plus souvent à mes clients, je pense que tout je vous l'ai répété aussi 1000 fois, mais c'est que la seule chose qui va faire la différence entre quelqu'un qui va au bout de ses objectifs ou pas, c'est le fait de faire les choses, et même quand ça te fait peur, même quand tu doutes, même quand tu sais pas si ça va marcher, même quand tu as peur d'être rejeté, même quand tu as peur d'échouer, même quand tu as toutes les peurs du monde, si tu vas pas au bout du truc, ça ne marchera jamais. Et il y a plein de... En fait, il n'y a pas de méthode miracle. Si tu veux quelque chose, si tu veux un objectif, tu n'as pas le choix que de passer par toutes les étapes que tu dois accomplir pour y arriver. Et les étapes que tu dois accomplir seront forcément nouvelles, seront forcément challengeantes, te feront forcément peur. Et c'est le cas pour tout le monde, n'importe qui. Ici, on a toutes développé notre business depuis plus ou moins de temps. On est toutes passées par des moments difficiles. On a toutes eu peur de faire une première story, un premier message, une première facecam, un premier réel, un premier live. On a eu peur de tout, oui, de tout. Et ce qui fait la différence entre nous qui réussissons et qui allons continuer de réussir, c'est que même quand on est face à une peur, on le fait quand même. Et tu n'as aucun entrepreneur qui n'a pas peur. Et je pense que même, enfin, c'est même pas je pense, c'est que peu importe le niveau où tu es, tu fais des choses de plus en plus challengeantes, avec de plus en plus de responsabilités, tu as de plus en plus peur, mais c'est juste que tu as appris à accepter que tu auras peur et que c'est pas une raison qui t'empêche de le faire. Et je pense que la clé, c'est pas d'arrêter d'avoir peur, mais c'est vraiment de savoir le faire quand même quand tu as peur, de se tromper, d'échouer, que ça marche pas, tu te tapes la honte, c'est ridicule, il peut se passer plein de choses, ça ne tue jamais. Et finalement, c'est juste ça qui fait la distinction entre est-ce que tu vas réussir à atteindre ton objectif ou pas. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi peut-être une notion de pression. Parce qu'en fait, qu'on la mette tout seul, la plupart du temps, ou qu'on ait l'impression que les autres la mettent, ou oui, dès qu'on va afficher quelque chose, il va y avoir des haters et tout. Bon, les gens ne savent pas qui on est, pour ça, il n'y a pas de gens ensemble. Donc il y a la pression qu'on croit qu'on va avoir et la pression qu'on se met tout seul aussi sur ce genre de choses. Et du coup, peut-être le faire aussi dans une première démarche, justement. Donc par exemple, tu parlais de la prospection en DM, quelqu'un avec qui tu as déjà discuté pour essayer de voir. Mais pour ressortir un petit peu du domaine de la prospection, il y a aussi effectivement donc, les premières stories facecam, il y a tout ça. Et en fait, quand on parlait du test tout à l'heure, je pense aussi qu'on peut essayer de le penser de cette façon-là, c'est-à-dire de le faire jusqu'à que ce soit presque facile à faire. Ou en tout cas que tu sois à l'aise avec. Oui, voilà. Mais par contre, si vraiment c'est juste ça te saoule, c'est que c'est pas pour toi. En fait, c'est toujours la même chose de se dire, de faire la distinction entre le fait de je le fais pas parce que j'ai peur, j'ai pas envie d'essayer, parce qu'il va y avoir plein de trucs, et déjà être en train d'imaginer les milliards de scénarios qui peuvent se passer et qui se produiront absolument pas, mais en tout cas qui sont déjà là dans ta tête et qui du coup te mettent cette pression. Et en fait, le fait de faire une échelle un peu moins importante, par exemple, je repense à la toute première fois où on avait dit faut créer du contenu. Ok, super. Du coup, t'essayes, tu fais de l'écrit, de l'oral, de la vidéo. Non, mais vidéo, mais jamais de la vie j'en ferai. Mais voilà, l'exercice c'était de faire 10 pièces. Donc 10 pièces écrites, 10 pièces à l'oral, 10 pièces en vidéo. Et j'ai fait que pour moi. Mais mes vidéos, en fait, c'était pour moi en train de me dire de toute façon, je ferai jamais de vidéo, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je suis en train de le faire parce qu'il faut que j'essaye. Et du coup, c'était sans pression, je savais qu'il y avait personne qui n'avait jamais regardé cette vidéo. Et en fait, 5 ans après, je l'ai montré à des élèves et finalement, voilà, c'était ça la première vidéo pour moi parce qu'en fait, ça me faisait super rire 5 ans après parce que je faisais des stories facecam tous les jours depuis et que voilà, en fait, il n'y avait absolument plus aucun souci. Et après, j'entends que des fois, voilà, story facecam, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais du coup, essaye de voir dans quelle mesure ce qui est vraiment dérangeant pour toi.
Une fois que ça devient un peu plus simple à réaliser et juste vraiment ça te saoule, c'est que c'est pas pour toi et c'est autre chose. Et d'avoir le sens en fait de pourquoi tu voulais faire cette story facecam et pourquoi tu voulais pas le faire autrement. Et du coup le sens de ok, qu'est-ce que tu mets dans la story facecam? Ah oui, mais on associe la story facecam à tel truc. Ok, du coup comment tu peux faire différemment comme on disait tout à l'heure. Et voilà, donc ça marche pour la prospection, ok. La prospection ça marche pas, mais j'essaye, je fais le slow, je fais par tel biais, etc. Bon ok, c'est facile pour moi maintenant d'envoyer un message et bon, je m'en fiche si je me prends un nom, mais juste ça me saoule, je perds mon temps. Voilà, je perds mon temps, bon ok, j'essaye, mais alors du coup, c'était quoi le but de la prospection? Et puis voilà, j'ai essayé. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que ça soulève pour moi un autre problème que j'ai vécu aussi et je pense que pas mal de personnes le vivent. C'est que quand tu rentres dans cette sphère de communication sur Instagram, etc., et que tu veux commencer à créer du contenu, tu vois beaucoup de personnes qui ont réussi, tu as tendance à vouloir faire un peu comme tout le monde. Et en fait, la vraie question, c'est comment est-ce que je fais pour aimer ma communication? Parce que comme tu veux faire comme les autres, tu n'es pas dans ton authenticité, en fait. Et du coup, tu te forces à être un peu quelqu'un que tu n'es pas forcément. Et c'est peut-être le chemin pour trouver comment faire ta communication à toi, celle qui te convient à toi, celle où tu es toi-même, et en même temps l'aspect marketing. Mais du coup, là, on est plus dans le personal branding finalement, mais de trouver la communication qui te correspond à toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est pas fait pour moi, pour plein de raisons. Déjà, il y a le paradigme de effectivement se dire oui, la vente c'est pas bien parce que t'as tout ce qu'on a, on est gavé de publicité, de machin, tout le temps on se dit ouais, la vente c'est ça, c'est du forcing, c'est machin. Mais il y a aussi le fait, par exemple, t'es quelqu'un qui est coach en confiance en soi. Ou t'es quelqu'un qui est, je sais pas, t'es coach. Ton métier c'est pas la communication, mais t'es obligé de passer par là. T'as pas envie d'être une personne différente et à la fois t'as envie de faire comme tous les gens qui réussissent et du coup en fait t'es complètement perdu face à tout ça. Et je pense que tu vois, quand tu disais ouais, j'ai pris mon téléphone et je me suis filmée en mode ouais, de toute façon je vais jamais faire de vidéo, mais ça c'est Nadia en fait, tu vois. Et en fait je pense que c'est trouver ce genre de petits trucs et de trouver l'équilibre entre qui tu es toi et ce qui fonctionne en termes de marketing. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver vraiment la limite entre les deux. Mais quand tu la trouves, en fait, je pense que n'importe qui peut kiffer faire de la communication. Mais c'est juste qu'il faut trouver ça, et c'est peut-être ça qui fait que du coup, il y a des personnes qui prennent peur ou quoi, parce qu'elles voient d'autres nanas faire plein de vidéos sur Insta qui font des millions de vues, elles se disent mais moi je ferai jamais ça. Bah oui, non, c'est pas toi en fait, c'est pas ton authenticité. Donc je pense qu'il faut trouver chacun en s'inspirant de ce qui fonctionne et en apprenant, comme disait Méline, mais vraiment trouver le truc qui te correspond à toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, tu sais, on me demande tout le temps quand on a fait toutes les opérations de challenge, même d'immersion, et on va reprendre du coup même, on avait discuté de ça justement avec Méline qui était intervenue cette semaine du coup à ce sujet-là. Moi, à chaque fois, on me dit Steph, c'est quoi ton secret? Comment tu fais? Et en fait, à chaque fois, je réponds en fait, je ne prospecte pas. Parce qu'en fait, je suis tellement, en fait, je me détache du résultat, en fait, et comme je parle, moi, vraiment, moi, peut-être mon secret, c'est que je parle vraiment comme, je vous parle, comme je parle à mes parents. C'est, en fait, je suis tellement, en fait, alignée avec le fait d'être ambassadrice par rapport à Boston Biz, en fait, je me sens tellement alignée avec le programme. En fait, non, mais c'est vrai que pour moi, en fait, j'y crois tellement et ça m'a tellement apporté qu'en fait, pour moi, c'est une évidence et je parle vraiment avec le cœur. Ça se sent, je presse pas et du coup, ça se voit aussi tout le bien que ça m'a apporté. Et en fait, c'est vrai, comme on dit, nous aussi, c'est un peu aussi. C'est la belle partie aussi du coup d'être ambassadrice, c'est que on aide entre guillemets à changer des vies en fait, on aide à des milliers de femmes, et même aussi des hommes, en fait à réaliser leur rêve en fait, à vraiment dire passer à l'action en fait, et à switcher leur mindset. Et après je vais te dire quelque chose qui n'a rien à voir, c'est que c'est très drôle, c'est que je suis en train de closer deux nanas. On rejoint plus ton en direct. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ça, quand tu dis en fait moi je ne prospecte pas, je pense qu'au final le mot qui revient et que j'aime bien utiliser c'est du relationnel en fait, du relationnel. Tu fais des relations. C'est hyper important de changer la perception. Et ils se sentent hyper considérés parce qu'ils se sentent pas forcés, ils se disent purée elle est là, elle me répond et elle me force pas, et même des fois c'est souvent ça qui marche parce qu'ils me disent mais merci Steph parce qu'en fait je me suis sentie écoutée, j'ai pu parler vraiment, j'ai pu poser toutes les questions et tout, tu as été là.
Et puis même des fois, ils me disent, comme il y a des partages d'expériences, de vécu, des fois personnels, professionnels, du coup, ils se sentent en fait compris, ils sentent du coup aussi, ils voient plus le côté humain que le marchand de tapis. Et je trouve que c'est ça, moi, qui fait la différence, peut-être qui est mon secret. C'est vraiment justement, quand j'avais fait une formation, parce que comme j'ai été 6 ans commercial, j'en ai fait pas mal, des formations dans des boîtes différentes, en plus, donc des manières de faire différentes aussi. Et finalement, à chaque fois, c'était pas dans mon éthique, mais il y a quand même un des formateurs, une fois, qui m'a sorti une phrase que je me dis dans ma tête aussi aujourd'hui, c'est que quand il y a un projet comme ça, comme tu disais, voilà, on change des vies, on participe à ça. Moi, clairement, c'est pour ça que j'ai postulé en tant qu'ambassadrice, parce que c'était ça qui me faisait kiffer. Et justement, pour toutes les nanas qui peuvent nous écouter et qui ont peur de prospecter, etc., cette phrase, elle m'a changé ma perception des choses. C'est t'es qui pour empêcher le monde de voir ta lumière, en fait. Parce qu'il y a une lumière en toi, tu peux en fait communiquer cette lumière aux autres. T'es qui pour empêcher les autres de profiter de ta lumière, en fait. Et de voir la vente comme ça, c'est complètement différent de je fais du forcing et il faut absolument que je vende, etc. Non, en fait, tu vas aider quelqu'un à changer sa vie. T'es pas là pour t'es pas en train de lui prendre son argent, t'es pas en train d'arnaquer, tu vas l'aider à changer sa vie, à prendre une décision qui va possiblement faire que sa vie va prendre un tournant complètement différent et qu'elle va se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Et franchement, c'est une phrase des fois que je me répète en me disant c'est pas de la vente en fait, je fais du bien autour de moi en fait, et c'est ça qui fait que c'est éthique. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que du coup, quand tu as ce mindset-là, ta communication change en fait. Tu as une communication en fait, qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus naturelle. Tu vois que tu communiques différemment et c'est ça qui fait ça. La question, moi, c'est ma préférée. Je pense qu'on a tous plein de trucs à dire, mais il faut pas qu'on se... Voilà, on va pas parler 30 minutes encore. Est-ce que, selon vous, tout le monde peut être entrepreneur ? Non. Je pense qu'on est tous d'accord, du coup, si quelqu'un veut... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que... Alors je pense qu'il y a une subtilité dans le sens où tout le monde ne le sera pas. En fait, moi je pense que tout le monde peut l'être dans le sens où tout le monde, peu importe qui il est. En fait, n'importe qui, n'importe quelle personne sur Terre peut l'être, mais tout le monde ne le sera pas. Et je pense que ça. Enfin, vous ne comprenez pas l'extinction. En gros, pour moi, n'importe qui. Marco, elle me regarde avec des yeux réchappés, t'as vu trop de vin là. Ah non, je suis bien concentrée sur ce que tu dis parce que. En fait, moi j'ai un avis hyper trop. Ok, attends, juste avant, j'explique la nuance. Du coup, c'est que pour moi, n'importe qui, c'est n'importe quelle personne, peu importe son histoire, peu importe son âge, peu importe ce qu'elle a fait, n'importe qui sur Terre, peu importe son histoire, peut le devenir. Et maintenant, tout le monde en tant qu'individu ne peut pas l'être. Et moi, j'aimerais que je suis pas aussi tranchée que vous. Je considère que et j'en ai entendu beaucoup des phrases comme ça de tu n'es entrepreneur, il faut ce trait pour être entrepreneur. Je pense que tu peux aussi finalement découvrir quelque chose en toi qui existe et donc tu n'as pas forcément conscience qu'il existe. Mais je pense que tout le monde peut l'avoir. Mais je pense pas que tu vois, tu naisses avec ce truc de ok, c'est sûr que ça se voit cette personne-là. C'est pas son ADN qui est entrepreneur et c'est plutôt une question de aussi comment ta vie va se passer et qu'est-ce qui va se passer dans ta vie et quel type de force ça va te donner, quel type de mental ça va te donner. En fait, je pense que en gros, toutes les personnes de 18 ans aujourd'hui, je dis au hasard, en fait, savent si elles pourront être entrepreneurs ou pas. Ou en tout cas, si la personne nous dépeint sa personnalité. À 18 ans, je pense pas que tu peux dire c'est pas en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu nais, effectivement, je pense pas que c'est une question d'ADN. Mais je pense qu'une fois que tu es construit, globalement, t'es pas obligé de le découvrir tout de suite. Mais en gros, ta personnalité, une fois qu'elle est construite, soit elle est dans la vibe pour être entrepreneur, soit elle ne l'est pas. Genre moi, je connais des gens, vraiment, ils le savent, ils ne pourront jamais être entrepreneurs. Et peu importe tout le travail de mindset qu'ils feront, tout le travail, tout l'apprentissage qu'ils auront, toutes les formations qu'ils feront, ils ne pourront pas. Mais alors, tu crois pas que ces gens-là, si par exemple ils trouvent l'idée de leur vie, ils peuvent pas transformer certains aspects de leur personnalité pour devenir entrepreneur? Toi, tu penses que ta personnalité elle est fixe et que du coup elle peut évoluer? Non, elle peut évoluer, mais je pense que vraiment, si t'as pas quand même cette. Tu vois, cette appétence pour un peu de risque, un petit peu. En fait, c'est quoi tes critères? Je pense que les personnes qui ont beaucoup trop peur de prendre des risques ne peuvent pas, quoi qu'il arrive. Si à 25 ans, t'as peur de prendre des risques, globalement, sauf s'il y a un gros changement dans ta vie, et je suis pas non plus fermée à 100%, mais
Je pense que vraiment, si une fois que ta maturité elle est passée, ta puberté elle est passée, etc., et que tu es vraiment un adulte et que tu ne sais pas et tu ne peux pas prendre de risques, que c'est quelque chose qui t'angoisse profondément, pour moi c'est impossible. Mais est-ce que tu penses pas que si que les gens qui osent pas prendre des risques, parce qu'ils n'ont pas de bonnes raisons de prendre des risques, parce que si un jour ils découvrent une bonne raison de le faire, la peur elle diminue quand t'as un objectif qui est. Moi, c'est des gens, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment un pattern de par ma l'histoire, ça fait partie de la personnalité. Moi, je pense à ma mère aussi. Ma mère ne pourrait pas. Totalement, ma mère ne pourrait jamais. Ouais, mais toi, mais justement, je me dis, si ma mère, par exemple, elle a une opportunité, un truc qu'elle a trop envie de faire, est-ce qu'elle n'arriverait pas à dépasser cette peur de risque? Ouais, et puis je pense qu'il y a le côté responsabilisation. C'est de se responsabiliser chacun et d'assumer ses responsabilités. Il y a des gens qui se victimisent et qui se plaisent là-dedans aussi. C'est pas que une question de business. Par exemple, j'ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un qui disait en gros, j'ai tellement peur de prendre des risques que genre j'ai de l'argent de côté, mais j'ai peur d'acheter un appartement. Oui, tu vois, en fait, la peur du risque, elle n'est même pas uniquement concentrée sur le fait d'avoir un business. C'est pour moi une identité, vraiment un trait de personnalité qui est hyper prégnant chez certaines personnes et qui ne pourra pas changer. Ah, mais tu vois, j'ai trop du mal à croire que dans ton identité. Je pense que tu peux te réinventer. Personnalité, j'ai pas dit identité. Ouais, personnalité. Je pense que tu peux te réinventer au fil de ta vie et je pense que je comprends ce que tu dis et je comprends à 100%, mais je pense, et j'en suis certaine, que tu peux très bien construire toute ta vie sur un concept, un modèle, des idées et à 50 ans te réveiller, te réinventer à 100% et parce que c'est ce projet-là, parce que c'est cet environnement-là. Et tu penses que tout le monde est capable de faire ça? Ouais, moi je pense que pas tout le monde a la capacité de ça. Non, tout le monde ne peut pas C'est pour ça que tu vois, je suis nuancée. Oui, mais tout le monde c'est pas vrai. En fait, moi, c'est dans le sens où tout le monde pourrait. Oui, dans le sens où c'est accessible, c'est faisable. Mais à partir du moment où c'est accessible, ça veut dire que les gens peuvent le faire. Mais non. Mais si c'est possible. Je pense que, par exemple, quelqu'un qui se réveille et qui se dit waouh, ça y est, ça c'est le projet de ma vie, vraiment, parce que c'est ça que tu dis. Je pense que si c'est quelqu'un de base qui a du mal à gérer le stress et qui essaye de se travailler sur lui et tout, mais je sais pas, quelqu'un qui a du mal avec l'administratif, qui est dissipé, qui a peur de choses, tu vois, même dans sa vie de tous les jours, et qui, en fait, le salariat par exemple, ça le sécure, tu vois, c'est quelque chose qui se sent en sécurité, là son salaire qui tombe tous les mois, il n'a pas de grosses responsabilités, quelqu'un qui a peur de tout ça. Ah, bien sûr, mais tu peux avoir des grosses responsabilités en salariat. Oui, mais du coup, il y a des gens justement qui veulent pas de promotion. Non, mais moi, même en fait, je pense que certaines personnes, même si c'est l'idée de leur vie, même si ça les anime profondément, je pense qu'il y a de fortes chances que ces personnes se ramassent. Et dans les faits, je pense qu'il n'y arrive pas. Pas qu'il n'y arrive pas, mais ce sera vraiment. Ou alors qu'elles sentent tout ça. Parce qu'en fait, ça croise. Mais oui, mais c'est possible. Donc en fait, quand tu parles de personnalité, de caractère, de comment la personne elle est construite, finalement on parle aussi de critères liés à l'entrepreneuriat. Ce qui rejoint ce que tu disais aussi, Charlie, c'est que il faut par exemple ne pas avoir peur de prendre des risques, il faut par exemple être relativement ok avec le fait d'être multipotentiel, ou en tout cas d'avoir plusieurs cordes à son arc, parce qu'on va forcément commencer tous quelque part, il va falloir qu'on puisse s'épandre sur les différentes tâches qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur. Et je pense que c'est en effet des critères qu'on doit pouvoir être capable de prendre en charge, parce que pour autant sinon on risque de se ramasser. Et en effet, c'est là où je dis que je trouve que pour moi la question elle est mesurée, c'est que éventuellement ces choses-là peuvent évoluer avec le temps et que tu ne peux ne pas les avoir à 25 ans et les avoir à 50 ans. Selon moi, c'est des choses qui peuvent évoluer parce qu'on n'est pas figé, qu'on est des humains, qu'on vit des choses. De toute façon, il y a autant de typologies et de possibilités de scénarios. Mais par contre, en effet, si ces personnes ne changent pas, ne peuvent pas être entrepreneurs. C'est ce côté de changement, de capacité au changement. Et de se remettre en question, des gens qui n'ont pas envie aussi. Ah oui, ça c'est différent. Mais bien sûr. Mais qui pensent et qui sont persuadés d'avoir envie de lancer un business, mais qui n'ont aucune envie d'outrepasser certaines choses, de faire la action, de faire des choses. Forcément, c'est pas possible aussi, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un trait de caractère qui est très très important dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment la notion de persévérance et d'être déterminé. Parce que sans ça, vraiment, on ne fait rien. Et il y a des gens qui ne sont pas déterminés. Et il y a des personnes qui abandonnent très rapidement et qui voient le négatif dès qu'il se passe un mini truc. Et si on est vraiment, pour moi, un des critères les plus importants à l'entrepreneuriat, c'est la persévérance et la détermination. Et je vais donner mon exemple par rapport au fait que tu disais 25 ans, etc. Tu vois, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Vraiment, j'ai jamais pensé... être entrepreneur, c'est un mot que je connaissais
vraiment Dans le c'était fini pour toi. En fait, pour moi, c'était pas le rêve. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment la vibe, genre, je suis CEO de ma micro-entreprise, genre, limite, tu vois, c'est vraiment le truc où je veux être entrepreneur, je veux être libre, etc. Moi, c'est vraiment mon projet qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat. Parce que je n'avais pas d'autres solutions, et c'est OK. Par contre, effectivement, ce qui est sûr, c'est que durant toute ma vie, ce qui est sûr, c'est que j'avais la détermination, la persévérance, genre la rage de vaincre, le challenge. Et je pense que ça s'invente pas. Et ça, c'est le type de choses, selon moi, sur lesquelles tu peux pas travailler. Ouais. Et savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question. Ça, pour moi, ce sont vraiment des critères qui sont hyper importants. Et en fait, je comprends ce que tu veux dire, Margot, parce qu'en fait, là, oui, ça s'invente pas, mais là l'avantage entre guillemets que tu avais, c'est que tu as toujours eu cette envie de développer ce projet qui te tient énormément à cœur. Pas toujours. Pas toujours, parce que ça arrivait après. Ça arrivait parce après. Que j'ai fait de très longues études, etc. J'ai fait ensuite 15 ans à la fin. Environ. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans. Et voilà, j'ai fait pas mal de diplômes. Mais par rapport au prorata, tu dirais que contrairement à l'entrepreneuriat, ce qui est un petit peu venu comme une évidence parce que par rapport au développement de ton projet, lui, par contre, il a eu un laps de temps plus long pour se développer dans toi, ce que tu projetais, dans ta vision et dans l'envie de concrétiser, contrairement à l'entrepreneuriat qui est un peu arrivé comme ça. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Ouais. Mais mon projet, j'ai mis du temps à le maturer, etc. Et forcément, j'étais obligée d'être indépendante pour créer ce dont j'avais envie. Et c'est comme ça que je suis arrivée là, quoi. C'est pour ça que je suis là. Sinon, voilà, c'est ça. Sinon, c'est jamais un truc. Bien sûr, je vais devenir entrepreneur. Mais est-ce que du coup, on peut pas se dire que quelqu'un qui a une idée et qui de lui-même ne sait pas forcément la créer, n'a pas la persévérance, n'a pas tout ça, ne peut pas tout simplement c'est créer sa structure, tu vois. Oui, ça veut dire que s'entourer de quelqu'un, mais même si il est à 100%, ça veut dire que, en fait, il y a toujours quand même cet aspect de prise de risque, de détermination, même si tu ne ponds que l'idée, entre guillemets, et que tu la poses sur la table et que tu réunis 15 experts dans toutes les sphères différentes du business et que tu leur dis voilà l'idée, mettez-les en place. Tu prends un risque. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose. Tu vas mettre de l'argent, il y a quelque chose. Et puis, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu sois déterminé tous les jours parce que ces gens-là, ils vont quand même te rendre des comptes. Sauf si effectivement, tu donnes juste ton idée à quelqu'un et tu n'en entends plus parler. À partir du moment où tu veux être à la tête de quelque chose, tu as besoin d'être déterminé, tu as besoin de prendre des risques. Et autant la prise de risque, je suis contente qu'elle puisse maturer un petit peu sur les années, autant pour moi la détermination. Si tu n'en as pas à 20 ans, je sais pas. Il y a des gens qui aiment mettre les mains dans le cambouis et il y a des gens qui n'aiment pas mettre les mains dans le cambouis. Mais moi je pense que ça évolue de ouf. Mais je pense que ça évolue de ouf. Genre entre 20 ans et 50 ans, en fait moi je pense que la prise de risque de la même manière que la détermination, ça peut évoluer. Genre c'est un trait de caractère comme un autre. Oui, mais je pense que si tu ne l'as pas, tu l'as pas. Mais il n'y a pas de trait de caractère que tu n'as pas. Genre tu peux forcément développer. Tu peux Il y a des forcément pourcentages. Oui, mais il y a des pourcentages de caractère que tu n'as pas un zéro avec. Mais oui, mais tu peux le développer. Moi je pense que sur une vie, en fait c'est là où je te rejoins, c'est que la seule et unique chose que tu dois avoir, c'est de persévérer et de jamais arrêter. À partir du moment où tu n'arrêtes pas, tout peut être travaillé, même si ça prend 10 ans. Si tu n'arrêtes pas ton idée. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'à la base, en fait, tu dois te déterminer pour te déterminer. Enfin, c'est quand même compliqué, tu vois. C'est compliqué. Frère, on est d'accord là-dessus. Moi, j'en pense rien. Frère. Moi, j'ai dit enfin. Trop bien. Alors, moi, pour le coup, je me suis lancée du coup dans l'entrepreneuriat à plus de 40 ans. Il y a 5 ans, je ne pensais pas du tout être entrepreneuse et pas du tout lancer mon activité. Mais pourtant, j'ai toujours eu ce trait de caractère de détermination, d'évoluer dans ma carrière, d'évoluer dans ma vie personnelle. À 24 ans, j'étais propriétaire de ma première maison. Voilà. J'avais déjà des gens qui aiment leur vie. C'est vrai que la détermination n'était pas au même endroit que je l'ai aujourd'hui, mais elle était là. Et je pense que quoi qu'il arrive, sur les mêmes sphères. Et il y a des gens, ça va être dans le sport. Mais pensez ça, il y a des gens qui n'ont aucune détermination. Genre vraiment se disent genre je n'ai pas envie de faire mieux de ma vie. Oui, bien sûr. Et qu'on va besoin de plus et c'est ok. Bien sûr. Oui. Non mais là je te parle des gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui ne peuvent pas l'être parce que par nature, il y a des gens qui aiment avoir un certain pouvoir dans le sens où ils n'ont pas de contraintes matérielles, etc. Oui, mais c'est une contradiction parce que si quelqu'un qui veut pas faire plus, il a pas envie d'être entrepreneur. Là on parle de gens qui veulent lancer un business et qui peuvent pas y arriver. On l'a juste dit pour le rêve. Mais si t'as le rêve d'eux, c'est que tu as. Alors moi je parlais pas avec ce prisme-là, moi je parlais vraiment, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ou non? Genre j'étais pas dans l'idée, est-ce que les gens qui veulent être entrepreneurs peuvent l'être? À partir du moment où tu veux être entrepreneur, pour moi c'est que t'as assez de détermination, assez de jugeote pour te dire
j'ai besoin de donner, j'ai besoin de faire ceci, cela. Donc c'est que quand même la réflexion elle est assez poussée et que forcément tu as de la détermination. Moi je parle vraiment dans l'environnement des gens. Est-ce que par nature ils peuvent, tout le monde peut l'être ou pas? Moi, non. Après, voilà, si on reparle de jauge, sur le 0% de détermination, à 100% d'accord. Mais je pense aussi qu'il y a le côté où ta jauge elle peut évoluer en fonction de ce qui se présente à toi. Et tu vois, là, Luna, tu as eu ce projet-là qui s'est révélé à toi, où tu avais envie de foncer dedans. À toi, il s'est révélé plus tard en fait. Ah, totalement. Oui, elle a toujours été déterminée. Voilà. Oui, elle a toujours été. Parce que justement, même dans le salariat, ça se voit aussi, tu vois, il y a des personnes qui sont depuis 20 ans dans la même boîte et qui demandent rien, qui ont pas... Oui, bien sûr. Mais grave. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, par exemple, tu vois, moi je connais des quinquas, ils sont restés 20 ans dans la même boîte, ils ont pas... Pas quinquas, hein. C'est vrai. Ton mari peut-être, mais... Voilà, Waouh. J'espère qu'il verra pas la vidéo. Non, mais qui sont restés 20 ans dans la même boîte sans jamais aller voir le patron pour demander ne serait-ce qu'une promotion, tu vois. Et que, en fait, bah, toi, t'arrives, tu dis, mais avec ton bagage et ton expérience, machin, va voir ton patron, demande une promotion. De toute façon, si tu vas ailleurs, tu seras payé plus. La personne, elle le fait, sous tes conseils, ça fait 20 ans que la personne ne fait rien, en fait, face à cette situation, parce qu'elle n'a pas ce trait de caractère, de détermination, etc. Tu vois, moi, ça faisait 6 mois que j'étais dans une boîte, j'étais déjà en train de dire, bon, comment ça se passe pour l'évolution, tu vois. Parce que j'ai ce trait de caractère. Mais du coup, si tu l'as pas, bah, tu vois, tu restes 20 ans dans la même boîte, t'as pas de promotion, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie qui te dit, essaye. Et ben... Mais je vais même aller plus loin. Il y a même des gens à qui tu peux dire, essaye, tu pourrais l'avoir, et qui vont dire, non, en fait, je viens à ça. Tu vois. Et parce que chacun a ses sphères de vie où il veut évoluer, ses objectifs de vie. Il y a des gens, là on parle beaucoup de business parce que nous toutes, on est entrepreneurs et que nous toutes, on a cette envie de voir grandir notre business. Il y a des personnes pour qui des objectifs de vie, ça va être construire une famille, ça va être faire une maison, et c'est travail. Il y en a qui vont pas avoir envie, enfin, qui vont juste se satisfaire en gros de ce qu'ils ont. Ils vont pas avoir envie d'évoluer dans leur vie et c'est ok, il y a pas de souci. Et très loin, ça veut pas dire que tu es une personne qui n'a pas de détermination, mais en tout cas qui n'a pas la détermination de faire que sa vie professionnelle atteigne un certain point. Et est-ce que finalement... Pardon. Oui, vas-y. Non, vas-y, finis. Ce que j'allais dire, parce que tu peux très bien avoir de la détermination dans le sens de ok, moi là j'ai super envie de faire tous les pays en 1 an, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un tour du monde en 1 an, et ben je vais avoir la déter et je vais y aller, je vais tout faire en sorte. Pour moi, ce type de personnes peuvent devenir entrepreneurs à 100%. Oui, mais totalement. Non, mais on parlait du profil des personnes qui n'ont. Non, là je parlais juste, je rebondissais sur le. Il y a des personnes qui n'ont pas envie. Oui, non, mais bien sûr. Qui n'ont pas envie d'être entrepreneurs, entrepreneurs, j'imagine, pouvoir être. Oui, qui pourraient changer, qui pourraient justement changer et prendre vraiment tous les apprentissages qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat de manière positive pour évoluer et pas de manière négative, donc ça va toucher leur ego, ils vont dire non, pas du tout, tu vois. Mais est-ce que finalement c'est pas un petit peu justement ce trait de caractère qui fait qu'on a envie d'être entrepreneur, tu vois, prendre la question parce que justement il y a des gens qui se complaisent comme tu le disais et comme on a dit dans cette situation de moi je veux juste fonder ma famille, avoir mon petit taf tranquille, pas de responsabilité machin, et il y a des gens qui sont super bien là-dedans, mais est-ce que c'est pas justement ce trait de caractère qu'on a toutes là de détermination, de rage de vaincre et tout ça qui fait qu'en fait on n'est pas bien dans ce modèle sociétal et qui fait que en fait on a envie d'être entrepreneur et pour nous c'est le seul plan, il n'y a pas de plan. Et s'il y a une caractéristique commune, c'est bien ça. Et donc c'est une caractéristique commune. Après tu peux tomber dans des super entreprises et avoir un job de salarié qui fasse que tu peux avoir cette belle évolution. Non, mais là c'est vraiment je dis bon c'est bon, je suis bien comme ça, j'ai pas envie d'aller plus loin, d'aller chercher autre chose. Oui, c'est un trait de caractère commun. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais. Oui, mais celui-ci, je pense qu'il fait partie des fondations tout à fait. Il y a quelque chose que Jordan a dit que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'a pas de plan B. Et pour moi, à partir du moment où dans l'entrepreneuriat, tu commences à envisager des plans B, c'est déjà terminé. Si à terme, oui, faut pas se dire, tu peux envisager un plan B c'est pas grave, de secours. Tu peux un plan B de secours. Moi, il y a beaucoup de clients qui envisagent de repasser par le salariat un petit moment pour faire un peu d'argent. Mais leur plan A de vie, leur plan A, c'est ça, je dis à terme. Le plan B à long terme, c'est un moyen d'obtenir le plan A. Le plan A est pas un but, bien sûr. Dans le salariat et je fais ça, c'est ça. C'est vraiment un moyen pour pouvoir arriver à ta vision. C'est juste l'objectif. Tu as ton objectif, tu sais que tu feras tout ce qu'il faut pour y arriver, mais c'est sur ton chemin quand même, tu vois. Ouais, tu sais que ce sera ça ou rien.
Exactement. Trop bien. Et ben mesdames, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très Merci. sympa. Je mettrai vos Instagram dans la description s'il y en a qui veulent continuer. Moi je veux. Surtout pas elle. Ben, merci à vous et puis merci à la vidéo. Et merci pour les questions. Merci.